Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Karim Elomar, consultant chez Segus au département Shift Acceleration et je suis product owner et expert méthodologie. De mon côté, je suis Charles Verling, consultant dans le même département que Karim au sein de Shift Acceleration. Je m'occupe plus d'une partie méthodologie agile, donc je suis en l'occurrence product owner, mais aussi expert lié aux méthodologies de type design thinking, etc. Et je vais être celui qui va être chargé de vous faire utiliser la feuille et le stylo dont on vous a demandé tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Constantinos Avidis et je suis consultant facilitateur dans le même département que Karim et Charles et je vais faciliter graphiquement ce meet-up. Et bonjour, je suis Juliette Perrillon. Je travaille également dans le même département que Karim, Charles et Constantinos. Et je travaille sur des problématiques plus liées au design, donc design thinking, design fiction et facilitation d'ateliers. Très bien. On parle de Ségus. Donc, qu'est-ce que c'est Ségus? Ségus, c'est un cabinet de conseil qui a été créé il y a maintenant à peu près 10 ans. C'est un cabinet qui est spécialisé en transformation via l'intelligence artificielle et en utilisant bien sûr l'intelligence combinée parce que c'est dans notre conviction que l'être humain reste toujours la priorité. Ségus, en tant que cabinet, est divisé en 4 départements. Donc, on a le département Shift Acceleration, on fait tous partie. Et c'est un département qui se spécialise dans l'accélération des processus de décision et de la mise en place des projets, en créant des cadres, bien sûr, de travail sur mesure, et ce, grâce à nos expertises agile et design thinking. On a le département Smart Workplace, donc les spécialistes des outils digitaux et des innovations pour favoriser les usages et les collaborations au sein des entreprises, et ce, via des leviers d'adoption. Le département Smart Data, qui regroupe nos consultants spécialistes du traitement et de l'optimisation des données et le développement de solutions impactantes. Et le département Smart Experience Factory, qui regroupe l'ensemble de nos développeurs et de nos designers qui viennent nous aider à donner vie aux projets de nos clients de façon concrète. Ségus dispose également de son propre institut de formation, donc qui est le Ségus Institute. C'est un institut avec un large catalogue de formations et qui dispose de la certification Calliope qui atteste de la qualité des formations livrées par notre centre. Et donc, on souhaite vous parler de la facilitation graphique, mais qu'est-ce que la facilitation graphique au sens propre du mot? Et donc, la facilitation graphique, en termes de définition, consiste à représenter visuellement et graphiquement des idées et des concepts. Donc, c'est une façon de communiquer visuellement des idées qui ont été donc capturées lors d'un point, d'une réunion ou différents types d'instances, afin de les transmettre d'une façon visuelle, en temps réel, lors de réunions, de présentations ou de différents types d'ateliers. Et vu qu'on parle de communication visuelle, donc la communication visuelle nous entoure dans notre quotidien, mais ça existe également depuis le début de l'humanité. On peut, à titre d'exemple, prendre les dessins que l'on a découverts dans les grottes qui racontent l'histoire des premiers hommes qui ont marché sur Terre. En parlant également donc de notre quotidien, on vous donne un autre type ou un autre exemple de communication visuelle qui sont par exemple les panneaux de signalisation. Et donc c'est une façon de communiquer des informations sans la présence d'interlocuteurs physiques.
quand vous le voyez donc quand vous allez le voir sur les dessins de notre cher collègue Konstantinos, on parle de formes visuelles, de formes géométriques qui sont assez simples, de couleurs qui sont variées, et c'est avec ces formes géométriques, avec donc ces couleurs, que l'on va comprendre certains types d'informations. Est-ce qu'il s'agit par exemple de danger? Est-ce qu'il s'agit de permission par exemple? Est-ce qu'il s'agit de certaines limitations ou d'interdictions? Donc, c'est une façon que l'on utilise pour rester en sécurité. Et par contre, pour rajouter, il faut bien comprendre que pour les panneaux de signalisation, par exemple, il nous faut un décodeur. Et ce décodeur consiste à passer le code de la route pour bien donc percevoir, comprendre, analyser donc les informations et prendre derrière les actions pertinentes. En revanche, en ce qui concerne la facilitation graphique, nous n'avons pas besoin d'un décodeur pour comprendre ce qu'est une flèche, par exemple, ce qu'est un cadre, ou même pour l'analyse d'un dessin quelconque. Quand on parle de la facilitation graphique, plusieurs types de facilitation existent dans le monde. Nous allons vous introduire 3 types de facilitation graphique. Le premier, c'est le talking drawing, ou parler dessiner, ou la facilitation en temps réel. Et donc, dans ce cas-là, c'est le facilitateur ou la facilitatrice qui va dessiner en temps réel pendant ou lors d'une présentation ou une réunion. D'ailleurs, c'est ce que donc Konstantinos est en train de faire. On a également le scribing. Et donc le scribing ou le graphic recording, c'est une récolte d'informations lors d'un atelier, lors d'un point, lors d'une réunion. La transcription de ces informations sous format visuel et restitution aux participants sous forme d'un compte-rendu à titre d'exemple. Le troisième type, c'est le sketchnoting. Et donc le sketchnoting, c'est une prise de notes individuelle sous forme d'un visuel synthétique afin d'organiser les informations d'une manière créative. Mais la question qui se pose derrière, pourquoi alors on va utiliser la facilitation graphique? Quels sont les avantages de cet outil? Et donc on a beaucoup d'avantages. Pour commencer, tout ce qui est visuel nous aide à organiser et à clarifier les informations complexes. De plus, la visualisation donc, des idées sous forme de dessin active une partie du cerveau qui est responsable de l'innovation. Également, ça a été prouvé scientifiquement que 65% des individus apprennent principalement par le visuel et que le visuel également augmente de 29% la compréhension des informations. Et les visuels cassent un peu la monotonie de la prise de parole en attirant l'attention donc des participants à votre atelier, à votre point, et favorisent davantage la participation active des équipes. Quand on parle facilitation, il faut tenir en compte que la facilitation dépend de 3 types de mémoire. La première mémoire, c'est la mémoire auditive, qui, elle, est liée à la capacité à retenir ce qu'on entend. La mémoire dactylographique, elle, liée à l'expérience physique et au mouvement. Savoir comment donc tenir un stylo, comment faire des mouvements, comment dessiner, comment écrire. Et la mémoire la plus importante et la plus puissante, qui est la mémoire visuelle, qui, elle, est responsable de se rappeler des informations visuelles, des images, des schémas et des scènes. Pourquoi c'est la mémoire la plus puissante et la plus importante?
pareil. Il existe donc des études scientifiques qui montrent d'ailleurs que 90% des informations qui sont transmises au cerveau sont visuelles. Ça, c'est de 1. De 2, une étude très récente vient de prouver qu'un individu réussit à interpréter et à analyser plutôt un visuel suite à son exposition pendant un temps qui ne dépasse pas les 13 millisecondes. Ce qui veut dire que les visuels permettent de rendre l'information beaucoup plus mémorable et beaucoup plus engageante. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Juliette. Merci Karim. Donc là, on a vu toute la partie, on va dire, théorique qui entoure la facilitation graphique. Et si on rentre un peu plus dans la pratique de la facilitation elle-même, on dira qu'il y a 4 grands principes à respecter pour bien se lancer et en faire une utilisation efficace. Donc le premier principe, c'est la gestion de l'espace, qui est directement liée à l'intuitivité de lecture. Donc en France, en tout cas, on sait qu'on lit de gauche à droite. Et sur des supports visuels, notre œil a tendance à faire un Z, donc d'aller de gauche à droite, de partir en diagonale, donc traverser tout le support pour arriver dans le coin gauche et finir la dernière information importante dans le coin droit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on commence une facilitation graphique. Mais il existe plein d'autres templates de structures de facilitation qui peuvent par exemple partir d'une information clé et centrale, donc au milieu de notre feuille par exemple, et on tournera tout autour du sujet. On peut aussi utiliser des éléments visuels, donc tracer un chemin ou une grande flèche pour représenter une chronologie par exemple. Comme ça a déjà été un petit peu expliqué, on peut aussi utiliser des cadres, des flèches, différents connecteurs pour essayer de structurer ces idées. Et quand on parle de template pour la gestion de l'espace, c'est mieux de le choisir en amont, donc avant de commencer sa facilitation graphique, pour faciliter notre propre structuration de nos idées et pour faciliter en retour la lecture de nos utilisateurs, des destinataires de la facilitation. Ensuite, on a les typographies. Donc, c'est comme dans tout support écrit, où il y a de l'écriture, c'est très important de mettre une hiérarchie visuelle, qu'on comprenne bien la différence entre des titres, des sous-titres ou du texte normal. Et ça s'applique également dans la facilitation graphique. Donc, on peut montrer l'importance de certains mots en les écrivant très gros ou en changeant la typographie, donc en utilisant une écriture attachée, script, écrit en majuscules, minuscules, ou utiliser des codes couleurs, donc se dire que tous les titres seront en rouge. Mais en tout cas, il faut avoir ce code en tête. Et on peut aussi utiliser la typographie pour véhiculer un message visuel. Donc, par exemple, si on écrit le mot peur, on pourrait l'écrire un petit peu en tremblotant pour bien faire ressortir ce côté angoissant. Enfin, troisièmement, on a l'utilisation des pictogrammes et des personnages simples. Donc, c'est souvent ce qu'on connaît le plus de la facilitation graphique. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut que ça reste très simple et rapide à dessiner pour que ce soit le plus accessible et le plus compréhensible pour tous. Donc, le petit conseil quand on se lance dans la facilitation graphique, c'est de se créer une bibliothèque de pictogrammes en général, dans laquelle on peut aller piocher de temps en temps. Et pour la créer, il y a notamment des challenges qui existent où on peut faire une dictée de pictogrammes, se faire une liste de 15 mots qu'on devra faciliter et se donner un timing, donc 10 secondes, 15 secondes max, pour ne pas aller dans trop de détails. Et du coup, on peut aller de dessiner une horloge qui est très simple, un rond, des aiguilles, au vélo qui va être un peu plus compliqué parce qu'il faut bien avoir en tête l'anatomie d'un vélo. Et on peut même aller plus loin et représenter des concepts un petit peu plus abstraits. Donc, par exemple, la solitude, le sentiment de solitude, comment on le dessine. On peut mettre une personne seule dans un cercle avec des gens
de l'autre côté du cercle, où il y a plein de façons différentes, mais il faut que ce soit très simple et compréhensible. Pour créer au final en fait un langage qui est presque universel. Bien sûr, on a des biais de culture qui vont rentrer là-dedans, mais presque universel en tout cas. Et pour finir, donc là, c'est le dernier point qui est aussi dans la chronologie de notre facilitation, doit venir en dernier, c'est les couleurs et l'ombrage. Donc c'est ce qui va créer une cohérence graphique et permettre de mettre en avant certains éléments ou de les clarifier. Et on a notamment le petit conseil de Konstantinos, c'est de peut-être commencer avec un feutre gris clair pour bien capter les informations, de repasser ensuite au stylo noir, d'ajouter les couleurs et les ombrages pour donner vie à tout ça. Donc, normalement, si on suit ces 4 principes qui sont très simples, je le rappelle, tout le monde, vraiment tout le monde, peut se lancer. Et il n'y a plus d'excuses de je ne sais pas dessiner, je ne suis pas créatif. Là, il suffit de savoir utiliser son stylo, savoir dessiner quelques formes géométriques, et c'est tout. Donc, on va vous le prouver tout de suite avec Charles. Oui, tout à fait. Du coup, je vais prendre la place de Constantinos. Casse pas tout. Et du coup, oui, sur les 4 principes dont Juliette vient de parler, nous, on va regarder un peu le principe, le troisième, celui de dessiner des émotions, avoir des pictogrammes liés à la joie, la tristesse, la colère, ou même parfois la neutralité, ou peut-être des émotions un peu plus complexes. Et bien sûr, juste un petit mot peut-être pour nuancer, c'est vrai que la facilitation graphique, ça reste quand même quelque chose qui s'apprend avec de l'expérience. On peut avoir souvent l'impression qu'on improvise, mais en réalité, l'improvisation ne s'improvise pas. C'est de la même manière qu'en musique. C'est de l'entraînement et le fait de se constituer des bibliothèques de pictos ou autres, ça permet de faire pas mal de choses. Donc, je vais vous demander, je me mets juste en face de la feuille. Hop. De prendre la feuille A4, normalement que vous avez déjà récupérée, et un stylo. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner probablement un tableau en 3 par 3. Donc, je vais dessiner un tableau comme ça. Voilà. Un peu comme le jeu du morpion. Hop. J'en ai trop fait, je fais une colonne de trop, mais c'est pas très grave, on va se concentrer sur les 3 premières colonnes. Ici, ce qu'on veut, c'est donc avoir juste des émotions simples. On ne va pas dessiner le corps entier. Donc, la première chose à faire, ça va être de dessiner des ronds sur chacune des cases. Là, je vais essayer de le faire gros quand même pour que vous puissiez voir sur la caméra. Hop. À l'intérieur de ces ronds, je vais tout de suite installer les yeux. Eux, ils ne vont pas changer. C'est mon niveau de détail. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un détail spécifique. Bon, ils ne sont pas tous égaux, mais voilà. Pas envie d'avoir un niveau de détail spécifique au niveau des yeux. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment les émotions vont être retranscrites avec la bouche et les sourcils. Donc, sur le côté, je vais pouvoir déjà me faire les variables d'ajustement. Donc, ici, je vais avoir la bouche vers le bas, la bouche neutre et la bouche vers le haut. Et de l'autre côté, je vais avoir donc les sourcils pointés vers le haut et les sourcils pointés vers le bas. Et donc là, tout ce qui reste à faire, aussi de votre côté, si vous jouez le jeu avec moi, c'est au final, placer les bouches au fur et à mesure et les sourcils au fur et à mesure. Donc sur la première ligne, je vais avoir les bouches tristes. La deuxième, les neutres. Et la troisième, ceux qui sont contents. Hop. Donc là, on voit que j'ai déjà 3 émotions qui sont simples par ligne. Je vais avoir donc la tristesse, la neutralité et la joie ou le bonheur. Mais ce n'est pas forcément un niveau de détail. Si je veux pouvoir, par exemple, représenter la malice ou la nostalgie ou le côté machiavélique d'une situation, c'est là où les sourcils vont entrer en jeu et on va voir comment la magie opère. Donc ici, je vais rajouter les sourcils sur la deuxième colonne, ceux qui pointent vers le haut. Hop. Voilà. Et ceux qui pointent vers le bas. Et donc là, tout de suite, on voit qu'il y a quand même des sacrées différences, alors qu'on a la même bouche, mais que les sourcils ont changé. On aurait pu faire l'exercice dans l'autre sens, en plaçant les sourcils d'abord et en mettant la bouche après. Mais je trouve que c'est moins visuel. Là, tout de suite, on voit une différence. On peut
on peut voir que entre la personne qui sourit mais qui a les sourcils vers le haut ou celle qui sourit qui a les sourcils vers le bas, celle qui est plus à droite, là, elle est un peu plus machiavélique. On a l'impression qu'elle a une arrière-pensée. Donc, typiquement, ce genre de concept complexe à illustrer peut être quand même dessiné assez rapidement et sans compétences au préalable. Vous l'aurez vu, du coup, avec mon exemple et mon utilisation de stylo. Donc, voilà pour ce petit exercice. Je vais relaisser la place à Constantinos, s'il est prêt. Et, bon, mais en tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez pu essayer. Et bien sûr, comme je le disais au début, c'est de l'entraînement. Ah, super, merci Karim et Juliette. À présent, il y avait on voulait juste refaire un petit mot sur la facilitation graphique au service des ateliers, parce que c'est quelque chose qui, nous touche directement en tant que consultant. Quand on organise des ateliers avec des clients, on va le voir, on ne fait pas forcément ce qu'on fait aujourd'hui en termes de facilitation graphique, on dessine en live, mais on est plus de genre à agrémenter l'information, à la présenter d'une certaine manière. Et sur ça, je vais laisser Juliette en parler. Donc, merci Charles pour cette introduction sur le sujet de la facilitation en atelier. Donc, on a vu précédemment que la facilitation graphique était présente un petit peu partout pour donner une information et elle existe donc également dans nos métiers de consultants facilitateurs ou plus méthodologiques. Donc, on va vous présenter des templates que vous connaissez sûrement très bien, qui sont des belles illustrations de la facilitation graphique en atelier, et notamment avec le speedboat. Donc, on va utiliser cette métaphore qui est très ludique pour essayer de stimuler les équipes et de faire ressortir leurs idées, leurs inputs, leurs outputs sur le projet. Et on remarque en fait que plus les gens s'amusent et plus on titille donc cette partie de notre cerveau qui est liée à la créativité, à l'innovation ou à l'imaginaire, plus en fait on arrive à visualiser par exemple les opportunités qui s'offrent à nous, les freins, les objectifs, les forces. Et donc il y a un réel impact en fait d'utiliser ce genre d'outils métaphores. Et on constate que ça marche très très bien. Donc, bien sûr, il existe plein d'autres templates et outils qui utilisent la facilitation graphique, mais on va dire de différentes manières. Donc, on a notamment l'outil du storyboard qui va demander cette fois-ci aux équipes de retranscrire elles-mêmes leurs idées de manière visuelle. Et ça va permettre de se projeter dans une chronologie d'histoire ou de scénario. Donc, on va plus loin que le simple post-it où on écrit son idée. On rentre vraiment dans l'expérience complète de l'utilisateur, donc avec un début, un processus au milieu et une fin de notre idée. Et donc, parce que c'est ancré dans l'expérience utilisateur, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser et retrouver dans des ateliers de design thinking, dans des design sprints ou autres. Ensuite, on a l'outil des 3 petits cochons. Donc, c'est clairement basé sur l'histoire avec chaque petit cochon qui essaye de se sauver du loup et qui vont construire chacun leur maison. Donc, un en paille, un en bois et un en briques. Et ici, le but, c'est de représenter qu'il y a différentes stratégies et différentes approches face au risque. Et on va pouvoir les comparer, voir laquelle est la plus adaptée. Peut-être que parfois, on a besoin d'un quick win. Donc, on va faire de la paille, ça va très vite. Et le risque n'est pas si grand. Et parfois, il va falloir construire une maison en béton parce qu'il faut que ce soit solide et le risque est trop grand pour se permettre de faire des choses moins abouties. Et ensuite, le dernier format qu'on voulait vous présenter, c'est le fait d'utiliser la facilitation graphique pour illustrer une consigne d'un atelier ou d'un exercice. Donc, ça permet déjà de rendre l'atelier ou l'exercice un petit peu plus fun, avec un petit côté waouh, mais aussi de s'assurer d'une bonne compréhension. Donc, de le retranscrire, c'est aussi se dire est-ce que ma consigne était claire, et de permettre aux participants d'être assez autonomes finalement sur l'exercice à réaliser, puisque les consignes sont bien écrites, bien illustrées.
Et donc, ça permet d'avoir un atelier qui roule tranquillement. Je vais te redonner la parole, Charles. Du coup, oui, là, on voulait aussi vous montrer des outils que vous pouvez utiliser dès à présent, qui sont disponibles sur Internet. On en a 3 à vous présenter. Je vais vous partager l'écran dans quelques instants. Mais je voulais aussi rajouter quelque chose qu'on n'a pas forcément précisé au début de la réunion, enfin du meet-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat directement. On les regardera et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Voilà. Donc, je vais partager mon écran quelques instants pour vous montrer donc, quelques vidéos qu'on a pu faire de ces outils-là qui vous seront utiles. Donc, on sort un petit peu du cadre du dessin en temps réel parce que dessiner des vidéos en 24 images par seconde, ça va être un peu plus compliqué pour Constantinos. Oui, j'arrive dans une seconde. Alors, hop, je partage tout mon écran. Est-ce que c'est bon de votre côté? Ouais, super. Donc, on voulait vous montrer 3 outils, Autodraw, Recraft et Drawify. Peut-être que vous les connaissez déjà. Le premier, c'est un outil, si ça me plaît, ouais, c'est un outil qui est assisté par l'IA. Et il est quand même assez bluffant parce que en IA, on parle de speech to text, de text to text avec ChatGPT, etc. Et ici, on est plus sur un outil en draw to picto, si on peut inventer ce terme. Donc, il suffit de dessiner un petit chat, là, comme à l'instant. Donc, on dessine vraiment sans forcément avoir des années d'expérience en dessin derrière. Et direct, l'intelligence artificielle reconnaît que c'est un chat et il nous propose du coup des pictogrammes de chats qui sont libres de droit, vu qu'ils sont générés par l'intelligence artificielle. Des pictos qu'on peut ensuite modifier les couleurs, peut-être pas mal, on peut modifier pas mal de choses, en tout cas on peut les exporter et les utiliser sur un document pour votre infographie, pour votre atelier ou pour une présentation en règle générale. Mais voilà, la constitution de la bibliothèque de Picto dont parlait Juliette tout à l'heure, elle peut aussi passer par l'entraînement avec Autodraw. C'est quelque chose d'assez ludique. Le deuxième outil, donc, il s'appelle Recraft. Je vais lancer la vidéo. Donc ici, on est sur le même principe, sauf on va vouloir générer des pictos, mais la différence par rapport à Autodraw, c'est qu'on va le faire via un prompt, donc via du texte. On va pouvoir indiquer directement à Recraft que l'on souhaite avoir un pictogramme sur un style particulier d'une cible, par exemple, comme là dans l'exemple qui est donné sur la vidéo. Et il va nous proposer directement deux formats différents, un de face, un peu d'oblique. Après, on peut avoir d'autres types de pictogrammes qui peuvent être associés. En tout cas, tout ça est libre de droit aussi, on peut les réutiliser. Vous remarquerez peut-être sur celui-ci qu'il y a des petites étoiles tout en haut. Là, ici, on en a 32. Parce que dans la version gratuite, du coup, on a un nombre limité de générations. Si vous voulez, enfin, si on souhaite aller plus loin, il y a il y a une version payante, mais ça, je vous laisserai vous documenter sur ce sujet. Et le dernier, pour finir, c'est Drawify. Là, je vais lancer la vidéo pareil. Ici, c'est vraiment la dernière partie, entre guillemets. On va pas forcément vouloir générer des pictos, que ce soit par le dessin ou par le texte. Là, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire une infographie assez rapidement, ou en tout cas avoir un prototype d'infographie sur un sujet donné. Et donc, on va pouvoir indiquer via, pareil, un prompt que on souhaite faire une infographie sur le design thinking, sur la communication visuelle ou n'importe quel autre sujet. Et via du coup une base de données déjà présente dans le logiciel et une génération avec l'intelligence artificielle, Drawify permet de générer une infographie propre au sujet du coup qui lui a été demandé. Donc c'est assez intéressant. Nous, ça nous a permis aussi de faire quelques prototypes quand on a découvert l'outil, qu'on s'est un peu amusé avec. Après, bien sûr, enfin, on considère comme un prototype dans le sens où l'intelligence humaine liée à la pertinence d'un résultat et à la profondeur, parfois peut-être technique ou de vulgarisation qu'on souhaite avoir sur un sujet, est quand même à prendre en compte. Donc voilà, le regard humain reste dans tous les cas important derrière. Euh,
Et on s'est dit aussi, je t'introduis, Juliette. On s'est dit aussi, ok, c'est bien, on a fait des infographies, on a généré des pictos, etc. On sait qu'on s'adresse à un type de public particulier, mais on aimerait, par exemple, challenger un peu nos idées, voir comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin, comment on pourrait modifier du coup l'infographie ou la facilitation graphique en règle générale, suivant le public auquel on s'adresse. Et c'est là où justement une IA peut aussi être utile, pas forcément dans la génération, mais aussi dans le challenge des idées. Et pour illustrer du coup mes propos, il y a un exemple qui va vous être expliqué par Juliette sur l'infographie liée au design thinking. Je laisse mon micro. Si tu veux, Ouais. on m'entend bien. Donc, je voulais un petit peu vous expliquer comment et pourquoi j'ai créé cette infographie. Alors, en fait, je l'ai créée pour expliquer mon métier à mes grands-parents, qui peut leur paraître un petit peu flou. Je suis consultante design thinking, agile et innovation, et ça leur parle pas vraiment. Donc, pour commencer, j'ai essayé de détailler visuellement chaque étape du design thinking en utilisant un personnage que j'ai créé qui s'appelle Juliette et que j'ai fait à partir d'un post-it à qui j'ai donné vie en changeant un peu son expression, donc comme on l'a fait dans notre exercice du début, et en lui donnant des bras et des jambes que j'ai articulés de manière très simple. Donc, parfois, il se creuse un peu la tête, il montre quelque chose, c'est des trucs très très simples. Donc, dans le design thinking, j'ai un peu détaillé la compréhension de l'utilisateur, la définition du problème, l'idéation, le prototypage et le test, donc en illustrant à chaque fois. Et j'ai voulu montrer qu'avec un connecteur qui est une flèche, que si le test n'est pas concluant, et ben, tout simplement, on recommence le processus en allant revoir nos utilisateurs pour essayer de coller le plus besoin à leurs besoins. Et si au contraire, le test est concluant, bah là, on peut se dire dans un projet qu'on passe un petit peu à la production. Donc, dans le métier, on dirait qu'on rentre peut-être dans le run et qu'on utiliserait la méthodologie agile. Donc, pour représenter l'agilité, j'ai choisi de prendre la métaphore d'une course en équipe qui a plusieurs étapes et de dire que le run, c'est un sprint, donc c'est le vrai mot dans l'agilité, mais un sprint, mes grands-parents comprennent un petit peu aussi. Donc c'est un sprint contre la montre. On essaye toujours de délivrer de la valeur au plus vite et de faire mieux que les précédentes courses. Donc on planifie des actions à chaque course et une fois la ligne d'arrivée atteinte, on recommence avec d'autres actions jusqu'à l'ultime ligne droite que l'on franchit. Ensemble, en équipe, où notre produit sera donc finalisé et prêt à être délivré à nos utilisateurs. Et si on regarde un petit peu plus globalement ces facilitations graphiques, on peut voir que j'essaye, en tout cas, de respecter les 4 grands principes qu'on a évoqués plus tôt. Donc, d'abord, dans la gestion de l'espace, moi, j'ai choisi, j'utilisais plutôt des connecteurs et une hiérarchie où je numérote en fait mes parties et mes titres qui sont un petit peu plus gros, mais c'est perfectible absolument. J'ai choisi différentes typologies et tailles pour bien montrer qu'il y avait des titres et des textes d'explication plutôt. Et j'utilise donc des pictogrammes et mon personnage post-it pour animer tout ça et donner vie à ce que j'explique et pour que la compréhension de mes grands-parents aille plus vite et soit plus facile. Et enfin, un peu de couleur, donc pas trop, sinon on risque de noyer un peu l'information. J'en utilise donc 2, le jaune et le violet. Et malheureusement, j'ai un petit peu oublié l'ombrage, mais je trouve qu'il est plus facile à faire quand on facilite graphiquement quelque chose à la main, donc au stylo, plutôt que digitalement. Donc, c'est une façon de voir la chose. Parfait. Merci Juliette. Il y a un petit peu d'ombrage sur les bulles en haut quand même. Oui, C'est direct quand même. un petit peu. Mais voilà pour des exemples concrets. Et le résultat du coup qu'on a eu avec l'intelligence artificielle, on lui a demandé du coup comment
on pouvait en fait expliquer, par exemple, le design thinking plus à un public d'experts, quelles étaient les lacunes à l'intérieur, où est-ce qu'il y avait des endroits qu'on pouvait spécifier ou agrémenter d'informations, ou parfois peut-être même simplifier à certains. Quand on a la tête dans le guidon dans une expertise, on peut se perdre dans des explications, alors qu'au contraire, il aurait fallu les simplifier. Pour rappel, du coup, cet exemple-là, avec l'analyse du coup d'une image qu'on a pu faire une infographie, on l'a fait avec GPT-4o, qui permet du coup d'analyser directement des images dans les prompts. Il reste aussi quelques ressources qu'on voulait partager avec vous, avant de parler de la fin. Et de même, je vais laisser la parole à Juliette sur ce sujet. Donc, on a essayé de sélectionner nos 3 ressources phares qu'on trouve très accessibles, notamment pour commencer et débuter. Il y a Pictodico, qui est donc une plateforme collaborative qui fonctionne comme une bibliothèque de pictogrammes. Et donc, on peut aller piocher dedans, se confronter un peu à comment les autres vont représenter ce concept-là ou cet objet. Et c'est super simple à utiliser pour l'inspiration notamment. Et ils organisent des challenges justement pour dessiner des pictos qu'ils importent ensuite sur la plateforme. Ensuite, il y a Bicablo. Donc, à l'origine, c'est une marque de stylos qui marche très très bien pour la félicitation graphique. Ils sont un petit peu chers, mais ils sont très très bien. Et ils ont développé toute une gamme d'acculturation à la félicitation graphique, donc notamment à travers de petites cartes avec leur bonhomme, qui fait beaucoup d'actions et dont on peut s'inspirer. Et ils ont notamment plusieurs livres avec des templates, soit de personnages, soit même d'ateliers. Donc on rentre là dans le concret de notre métier et ils sont vraiment très très pratiques. Et enfin, une ressource gratuite qui est Pinterest, qui est une plateforme d'inspiration pour à peu près tout et n'importe quoi, et notamment pour la félicitation graphique. On y retrouve plein de choses, que ce soit pour s'inspirer, trouver un template pour gérer son espace, pour des personnages, pour des actions, des pictogrammes, pour avoir une félicitation graphique finie sur un concept et voir comment il le représenter. Il y a vraiment de tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très pratique. Et donc, si on essaye de conclure un peu et de dérouler tout ce qui vient de se passer depuis 13 heures, donc on a découvert la félicitation graphique comme une forme de communication qui est assez puissante et qui essaye de créer un langage quasi universel. Donc, comme on l'avait dit, ça a permis aux hommes préhistoriques de documenter leur quotidien. Et ça permet aussi aux panneaux de signalisation de veiller à notre sécurité. Euh, Même si, bien évidemment, il faut le code pour le décoder, mais on analyse bien les couleurs, comme le disait Karim. Et enfin, on vous a partagé des outils pour se lancer, donc des outils soit pour la maîtrise de formes géométriques très très simples, donc avec nos expressions du visage avec Charles, ou alors des applications plus concrètes dans nos métiers de facilitateur ou de consultant. Et ensuite des outils combinés, donc hommes et IA, pour augmenter votre pratique de la facilitation graphique. Et un petit mot aussi pour philosopher encore plus, après ces exemples concrets et la théorie de la facilitation graphique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une citation que vous connaissez sûrement, celle de ce monsieur, qui a été généré par IA. Et il s'appelle Confucius. Et il a dit un jour, une image vaut 1000 mots. Et c'est très juste dans la facilitation graphique parce que notre cerveau en fait est feignant par défaut. Il cherche à simplifier l'information, à enregistrer des informations le plus rapidement possible en consommant le moins d'énergie. Et on le voit au final dans la communication en règle générale, que ce soit par les images ou que ce soit par la vulgarisation. Vous avez sûrement vu des vidéos sur Internet qui font de la facilitation graphique et en même temps, il y a aussi d'autres éléments qui arrivent, notamment des jingles ou de la musique qui permettent de stimuler
certes la mémoire visuelle avec le côté graphique, mais aussi la mémoire auditive pour agrémenter toutes ces informations. Mais c'est encore un autre sujet dont on pourrait parler avec plaisir. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une communication au sens large. C'est le fait de faciliter la communication. L'une des choses, c'est que c'est de l'entraînement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut être amélioré avec le temps, mais c'est aussi quelque chose qui dépend des cultures. C'est-à-dire qu'une communication qui est faite en Occident ne va pas être faite de la même manière dans d'autres pays du monde, que ce soit par exemple au Japon ou au Brésil. On ne va pas forcément donner les mêmes comment dire, pictogrammes pour représenter une situation, pour représenter un sentiment complexe. Il faut prendre en compte aussi les codes culturels, suivant bien sûr la population à qui vous adressez l'infographie ou la facilitation graphique. Je pense que c'est à peu près tout d'un point de vue ouverture. Nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'essayer. C'est tout simplement de prendre une feuille et même pour vous, de noter des informations liées à un sujet qui vous passionne. Vous verrez que ça permet de débloquer pas mal de capacités cognitives pour enregistrer des informations. Il y a des exemples comme par exemple les mind maps aussi qui peuvent être utilisés pour ça, mais c'est quelque chose d'assez personnel. En termes de communication, on n'est pas sur le même niveau que la facilitation graphique. Je vais juste revenir à ce que Marwan nous a partagé dans la discussion. Donc, pour les outils, donc justement de dessin, Je sais pas si t'entends, tu veux reprendre le micro peut-être? je pense que c'est bon. Alors, juste pour revenir à ce que Marwan nous a partagé dans la discussion, les outils de dessin qui sont renforcés par l'intelligence artificielle. Oui, justement, on a présenté ces trois, Autodraw, Recraft et Drawify. N'empêche que ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, bien sûr, on peut utiliser Dali également, tout type d'outils comme Midjourney également pour réaliser des dessins, pour réaliser des pictos ou même faire toute une facilitation graphique d'une façon simple. Par contre, il faut bien faire attention derrière aux requêtes, aux prompts que l'on va faire rentrer. Et certains outils qu'on a pu tester donnent un très bon résultat visuel, n'empêche que la typographie et le texte restent un peu à désirer. Il y avait aussi une question de Marwan sur les quatre principes. Oui, donc les quatre principes, comme Juliette les a cités, on a parlé de la gestion de l'espace, on a parlé donc des typographies variées pour mettre en évidence certaines informations par rapport aux autres. On parle de pictogrammes et personnages simples parce qu'on ne cherche pas à être des artistes au sens propre du mot. Et les couleurs et ombrages également pour donner un peu plus de vie aux communications visuelles. On est prêt Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions avant de passer aux tout derniers éléments de la présentation, du meetup, pardon? Très bien. Bah, vu que Constantinos était en train donc, de faciliter graphiquement en direct ce meetup, il nous a préparé un fresque comme rendu final donc des éléments qu'on a abordés ensemble. Est-ce que tu veux récupérer Je vais mettre, par contre, en évidence pour tout le monde, comme ça. Voilà. Je dois remonter. Oui, oui, c'est juste pour... Voilà. on voit rien. C'est pas trop zoom out. C'est très bon. Donc justement, quelques petites couleurs, des formes géométriques très simples, des pictos très simples, des typographies variées, des ombrages variés, nous permettent de réaliser une communication ou une infographie, bien sûr, qui va être aperçue presque de la même façon et d'une façon très cohérente par les participants à n'importe quel atelier.
Des réactions Ouais. les gens sont très fiers de toi. C'est vrai. Merci. Ouais, beaucoup de bravo, beaucoup de waouh. Et tu veux nous dire un mot sur toi, ton expérience en termes de facilitation graphique? Ce que j'ai. Le micro est là. Ouais, attends. Tu peux arrêter si tu veux le portable. Tiens, je te donne si tu veux. Bah, je vous l'arrête. Ok. Vas-y. Mais non, du coup, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Là, c'était un petit peu rapide comparé à ce qui est fait d'habitude. Parce que là, c'était vraiment en temps réel, donc pendant la présentation, au lieu d'avoir des slides. Normalement, déjà il y a la préparation en avant. Là, on avait fait une bonne préparation en avant. Et normalement, après, il y a un petit temps de finalisation. Donc, ce que j'ai pu faire pendant que mes chers collègues finissaient la présentation, mais qui normalement prend beaucoup plus de temps. Voilà. Euh, donc là, le résultat, il est pas mal, mais ça peut aller encore plus loin, ça peut être encore plus poussé. Euh, voilà, je pense que c'était pour moi. Si vous êtes intéressé par ça, pour avoir des idées, il y a une chaîne YouTube qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle Dessine-moi l'écho, qui parle d'économie tout en faisant de la facilitation graphique. C'est assez bluffant. Elle a raconté exprimer des concepts assez complexes. C'est un des exemples, en tout cas, que je prends tout le temps dès qu'on parle de facilitation graphique. Et quand on parlait de Picto tout à l'heure, ça m'a fait penser aussi à la. Enfin, pas de Picto, mais des petites illustrations avec les bonhommes, ça m'a fait penser à la pub, les pubs pour la Maïf, qui sont hyper simples, où il y a très peu de choses, juste un trait de feutre pour faire un bonhomme et une table ou un ordi. Après, c'est le discours et l'histoire qui est racontée derrière, mais en très peu d'éléments, au final, il y a beaucoup de choses qui sont transmises dans cette pub. Donc, là, on part plus sur de la communication, mais ça reste un exemple qui peut être en lien avec la facilitation graphique. Tu peux juste vérifier dans le chat le nom de la chaîne YouTube si c'est. J'ai envoyé le lien, est-ce que c'est bon? Comme ça, c'est toi qui en Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, justement, vous avez directement le lien dans la discussion pour la chaîne Dessine-moi l'écho. On a une question, je pense que c'est pour toi, Constantin. Oui, c'est possible. Normalement, quand on fait de la facilitation graphique en temps réel, il y a ce qui va être présenté et envoyé à l'avance au facilitateur. Comme ça, il peut se préparer, il peut voir comment il structure, parce que la structuration prend énormément de temps pour être sûr d'avoir quelque chose de cohérent à la fin. Donc, normalement, tu as la présentation, tu sais exactement ce qui va être dit, tu as un peu une idée de comment tu vas les représenter, et c'est juste dessiner en live qu'il faut aller vite. Et moi, j'imagine le scénario, j'ai besoin de faire du brainstorming pour créer les slides. Euh, euh, je les trouve pas très créatifs, mes slides, au bout de 15 ans de consulting. Et donc, je peux utiliser ces techniques-là. Il y a des outils pour m'aider à les transformer en structure de slide au moins. Donc, je fais du sketchnoting, par exemple, ou je crée des ensembles graphiques, comme ça, comme vous nous avez appris. Vous nous l'avez appris. Et est-ce qu'il y a des outils pour transformer ça en des squelettes de slides? J'en ai jamais utilisé, donc Peut-être Drawify qu'on a C'est présenté. Drawify forcément qui peut servir. Mais par contre, avec Drawify, l'idée c'est qu'on a directement des slides qui sont générés sur mesure. Nous, on les utilise pour récupérer des pictogrammes et enrichir notre propre bibliothèque personnelle derrière. Mais pour des slides au sens propre où on a juste des squelettes que l'on peut utiliser à chaque fois, ce que l'on fait, c'est qu'on les construit nous-mêmes, soit sur Drawify, soit sur Figma, soit sur Miro, et ensuite on les s'approprie et on continue à les modifier en fonction, bien sûr, du type de l'atelier, du type de l'animation que l'on souhaite animer. Est-ce que tous ceux qui se sentent prêts à faire de la facilitation graphique dans les prochains ateliers mettre un pouce sur Teams? Est-ce que vous a donné envie de le faire? Moi, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur donc, la page de Meetup. On est très actif et on répond directement à tout type de questions ou de sollicitations. Et dès qu'on vous préviendra, dès que l'enregistrement de ce Meetup